aider à planifier vos prochaines activités? Voici vos prévisions locales pour votre région. À venir dans quelques instants, nos présentateurs vous expliquent en détail les prévisions météo à court et à long terme.
Voici le top 5 des plus beaux campings du Québec. Pour commencer, le parc de la Gatineau. Il vous fera voir ce qu'il y a de plus beau en nature. Son réseau de pistes cyclables très accessible vous permettra aussi de faire une virée urbaine jusqu'à Ottawa. En 4e position, le camping Mer et Monde. La beauté d'aller passer un séjour là-bas, c'est que la vue est imprenable sur le fleuve et pendant votre balade en canot, peut-être aurez-vous la chance de faire un face-à-face avec des mammifères marins. Véritable joyau naturel de la région de l'Abitibi-Témiscamingue, il se démarque par divers phénomènes géologiques, dont les marmites de géants et les coussins volcaniques. Une passerelle haute de 22 mètres permet de franchir une faille gigantesque. 4 emplacements de camping sont offerts dans le parc. Au parc Forillon, on combine le plaisir du camping à des randonnées à couper le souffle. Vous verrez des paysages hallucinants, dont le réputé cap Bonamy. Et la découverte de Charlevoix commence par une incursion dans ces hautes montagnes. Vos amis canins sont aussi les bienvenus. Lors d'une promenade en forêt, on pourrait tomber nez à nez avec un ours noir, mais sait-on comment réagir? Voici ce qu'il faut retenir. C'est toujours un privilège de pouvoir observer ces animaux-là en nature. La chose à faire, c'est de demeurer calme. On reste éloigné aussi de l'animal. C'est toujours important de garder un contact visuel, de s'éloigner tranquillement en reculant, de parler fort, mais avec une voix relativement ferme, faire des mouvements des bras aussi. En fait, faire signifier sa présence en se montrant imposant, mais pas de manière hystérique. Puis généralement, l'animal va repartir en forêt si on est dans un sentier, par exemple. Si on voit que c'est pas le cas, puis qu'il semble insistant, on essaie de trouver un autre chemin ou on rebrousse chemin carrément. Heureusement, l'ours noir a naturellement peur de l'humain, mais ce qu'il ne faut jamais faire, c'est essayer de le nourrir. On est tout le temps un peu découragé quand on voit des situations de la sorte. Que ce soit un ours ou n'importe quel autre animal, on ne devrait jamais s'approcher, on ne devrait jamais tenter de les nourrir non plus. La conquête de l'espace a aussi donné de nouvelles ailes à la météorologie puisque c'est à cette époque que furent lancés les premiers satellites météorologiques. Le premier lancé en février 59 avait pour nom Vanguard 2. Malheureusement, une erreur humaine fit qu'il donna très peu d'informations. Le 1er avril 60, la NASA lance avec succès Tyros 1, qui transmit des images durant 78 jours. À la même époque, l'Union soviétique lance son programme Météor à la demande des militaires qui veulent de l'information météorologique pour l'ensemble de la planète. Il faut attendre la fin des années 70 pour que l'Europe et le Japon emboîtent le pas et les années 80 pour que la Chine et l'Inde en fassent autant. Si le radar a permis de sauver l'Angleterre de l'invasion allemande lors de la Seconde Guerre mondiale, ce n'est qu'à la fin des années 50 que cette technologie sera mise au service de la météo. En 57, les météorologues, qui jusque-là utilisaient les radars de l'armée, introduisent le WSR-57, le premier radar uniquement dédié à la détection des précipitations. Au cours des années 70, les radars commencent à être organisés en réseau et entre 80 et 2000, les radars conventionnels seront remplacés par des radars Doppler qui permettent aussi de mesurer la vitesse de déplacement des précipitations. Pour vous aider à planifier vos prochaines activités, voici vos prévisions locales pour votre région.
À venir dans quelques instants, nos présentateurs vous expliquent en détail les prévisions météo à court et à long terme. On estime que d'ici 2050, 70 % de la population mondiale vivra en ville. Vous avez déjà remarqué qu'on ne fait pas pousser beaucoup de fruits et de légumes en ville. Une firme d'architectes française est arrivée avec un concept où les citadins pourraient peut-être se nourrir un peu plus eux-mêmes. Il s'agit d'installer sur les façades d'édifices qui font face au soleil des caissons en verre. Ces caissons en verre sont remplis d'eau, mais sont aussi remplis d'une algue microscopique. Et avec la photosynthèse, cette algue microscopique va se multiplier. Non seulement ça, elles se nourrissent du CO2 qu'il y a dans l'air et rejettent de l'oxygène. Ces caissons peuvent aussi être très décoratifs. Le soir, on peut les éclairer avec des lumières de couleur. Ces algues peuvent aussi devenir de biomédicaments et imaginez, l'industrie du cosmétique est prête à payer jusqu'à 30 000 $ le kilo de ces algues séchées. En 2013, un édifice à Hambourg a vu le jour avec une technologie similaire. Un autre va bientôt naître du côté de Paris. Mais imaginez qu'on ferait l'acquisition de cette technologie ici pour Montréal. Imaginez les avantages que ça pourrait avoir. Le système d'alerte de chaleur extrême au Québec est revampé. On veut être encore plus réaliste et aussi anticiper un peu les changements climatiques. Le nouveau système s'étend sur une période plus longue, soit d'avril à octobre, afin que les autorités sanitaires soient avisées des vagues de chaleur hors saison. Nous, l'idée qu'on a en tête, c'est surtout dans le futur. On anticipe qu'avec les changements climatiques, les saisons vont bouger, vont peut-être être différents. Ça se peut que l'été va aller jusqu'à peut-être avril, ça peut aller jusqu'à août, tout ça va se déplacer. Donc c'est pour ça qu'on voulait donc être un peu à l'avance et on commence déjà à se préparer. Le nouveau modèle propose des seuils de chaleur spécifiques pour chaque mois. Une fois la moyenne pondérée sur 2 ou 3 jours, les températures maximales et les températures minimales, chacune dépasse son propre seuil, là on lance l'alerte. L'été, l'alerte est lancée dès que le maximum dépasse les 30 degrés, alors qu'en avril, un maximum de 23 suffit pour aviser les autorités. Je suis d'accord avec vous que 23, c'est même agréable pour la majorité des gens. Mais ça se peut que pour certaines personnes, ils peuvent être surprises. On ne s'y attend pas. Et là, paf, on peut avoir aller à l'hôpital, ou on peut même, pour certaines qui sont vraiment très vulnérables, mourir. Les directions de santé publique sont celles qui reçoivent ces alertes et qui élaborent un plan d'action. Ils ont de l'information un peu, ne serait-ce que 2-3 jours avant. Ils peuvent mieux se préparer. Par exemple, préparer le personnel ou par exemple, préparer les lits. Ils peuvent peut-être communiquer avec les municipalités pour préparer certaines installations. Commencer à dire aux gens qui n'ont pas de climatisation, donc d'aller vers les bibliothèques, ouvrir des piscines. Le nouveau système sera prochainement mis en place dans la grande région de Montréal pour ensuite s'étendre au reste de la province. Rebecca Salomon, Météo Média, Montréal.
La conquête de l'espace a aussi donné de nouvelles ailes à la météorologie puisque c'est à cette époque que furent lancés les premiers satellites météorologiques. Le premier lancé en février 59 avait pour nom Vanguard 2. Malheureusement, une erreur humaine fit qu'il donna très peu d'informations. Le 1er avril 60, la NASA lance avec succès Tyros 1, qui transmit des images durant 78 jours. À la même époque, l'Union soviétique lance son programme Météor à la demande des militaires qui veulent de l'information météorologique pour l'ensemble de la planète. Il faut attendre la fin des années 70 pour que l'Europe et le Japon emboîtent le pas et les années 80 pour que la Chine et l'Inde en fassent autant. Si le radar a permis de sauver l'Angleterre de l'invasion allemande lors de la Seconde Guerre mondiale, ce n'est qu'à la fin des années 50 que cette technologie sera mise au service de la météo. En 57, les météorologues, qui jusque-là utilisaient les radars de l'armée, introduisent le WSR-57, le premier radar uniquement dédié à la détection des précipitations. Au cours des années 70, les radars commencent à être organisés en réseau et entre 80 et 2000, les radars conventionnels seront remplacés par des radars Doppler qui permettent aussi de mesurer la vitesse de déplacement des précipitations. Les rainettes faux-grillons vivent au Canada du